Est-ce que Johanna avait conscience d'être une femme battue? Non. Non, elle rejetait cette idée. Je me souviens, elle m'avait raconté qu'elle avait eu un rendez-vous chez un psychologue pour enfants. Elle s'y est rendue pour discuter des problèmes de ses enfants. Et là, le psychologue lui a dit « Mais vous êtes une femme battue ». Elle s'est mise en colère. « Pas du tout, une femme battue, moi, mais vous racontez n'importe quoi ». Elle était vraiment dans le déni. Elle ne s'est jamais présentée comme une victime. Jamais. Elle disait « C'est le père de mes enfants ». C'est le père de mes enfants. Je veux qu'on forme un beau couple. Je vais tout faire pour qu'il change. Johanna, elle lui trouvait toujours des excuses. Oui, c'est à cause de ci, de ça. Elle avait tellement l'habitude qu'il lui dise « c'est ta faute ». Elle était totalement sous son emprise. Quand on s'est mis en couple, j'avais 16 ans. Au début, je pensais que c'était l'homme idéal. En fait, pas du tout. Au bout d'un certain temps, il a commencé à être violent. Quand j'ai reçu les premiers coups, je n'ai pas compris ce qui se passait. Je lui ai demandé « Mais pourquoi tu me frappes ?» Il a dit « C'est comme ça, c'est moi qui décide. C'est moi le chef à la maison, pas toi. Toi, tu la fermes. » Ça m'a fait cogiter, et puis j'ai pensé que c'était normal après tout. Dans ma tête, c'était l'homme qui avait le pouvoir en quelque sorte. Ça devait être ça la vie de couple à l'intérieur des foyers. Et puis, de plus en plus, je me suis retrouvée sous ses ordres. Fais le ménage, fais la cuisine. J'étais devenue sa bonne à tout faire. Je l'aimais, mais en fait, je souffrais terriblement. Les violences conjugales, d'un point de vue de la réalité de terrain, d'un point de vue d'une réalité sociologique, ce serait lorsque le couple, de façon systémique, fonctionne à inégalité. Il y en a un qui a une emprise, quelle qu'elle soit, sur l'autre, et il l'exerce et ça fait souffrir l'autre. Voilà. Après, d'un point de vue juridique, ce seront les violences morales, les injures, le harcèlement, le dénigrement, les humiliations, les insultes. Et puis, ça va aller vers le coup, la violence, le viol, le crime. La maltraitance physique. C'est difficile d'en parler parce que, d'abord, c'est souvent commis par celui que vous aimez. Donc, il faut réussir à trahir celui qu'on aime, avec lequel il y a en principe un lien premier. Et c'est pour ça que c'est difficile de déposer plainte. Il y a un lien. J'avais à peu près 20 ans, presque 21. À cette époque, je fréquentais peu le monde des entendants. Moi, je suis sourde. Mon ex-mari, lui, il faisait des efforts. Il passait par l'écrit pour échanger avec moi. Il oralisait tout doucement, un entendant quand même, qui accepte ma surdité. C'est comme ça qu'on a noué des liens. On discutait beaucoup. Et au fil des échanges, je me suis sentie attirée par lui, comme happée, et finalement prise dans ses filets. Au début, oui, c'est ça. Les premiers coups, ça a commencé dans la voiture. Déjà, il m'a donné un grand coup de coude. Alors que j'étais enceinte. Il était capable de faire ça? Ok, bon. On arrive à la maison, il m'attrape et il me pousse contre le mur. Deuxième coup. Mais je dis rien. Et là, comme je fonds en larmes, il me donne une énorme claque. Donc, troisième coup. Là, j'ai senti que c'était trop. J'étais sous le choc, pétrifiée. Mais je me suis dit que je ne pouvais rien faire. J'étais enceinte. C'était trop tard, voilà. Ma vie était foutue. Je me sentais honteuse de prendre des coups parce que je me sentais coupable au départ. Je croyais que c'était de ma faute.
Pendant 8 ans, je me suis dit que j'étais peut-être une mauvaise femme. Ou est-ce que ça venait du fait que j'étais sourde, de ma manière de communiquer? Je ne savais pas. C'est ça que je cherchais à comprendre. Je n'étais peut-être pas une femme bien? Très souvent, en matière de violence conjugale, il y a un processus d'isolement progressif de la victime. C'est-à-dire que l'auteur a mis en place, dans le couple, l'interdiction de voir les amis, l'impossibilité de voir la famille de la victime, tant et si bien que la victime ne sait plus aller appeler au secours ou dire auprès des siens et de son entourage ce qu'elle est en train de vivre. Et il y a de moins en moins de témoins. C'est comme ça que ça se passe. C'est d'autant plus compliqué lorsqu'on est en situation de handicap. D'identifier qui nous met en permanence en dette parce que lui, dis donc, qu'est-ce qu'il est chouette quand même, il a bien voulu de moi alors que je suis en situation de handicap, il a bien voulu de moi alors que j'entends pas, alors que je vois pas. Je me rappelle, il avait déclenché une dispute, il s'en était pris à elle et tout ce qui s'ensuit. Alors je suis allée au commissariat avec Johanna. C'était pas la première fois pour elle, c'était à Arpajon. Là, une femme vient vers nous, l'air assez gentil. Johanna commence à expliquer en langue des signes et moi, je traduis vers le français. Elle explique qu'elle veut quitter le domicile conjugal à cause des violences qu'elle subit. Elle dit les choses, mais de façon très brève. La femme l'arrête et elle l'incite à porter plainte. Johanna lui répond « Ah non, surtout pas, plus jamais. J'ai déjà porté plainte une fois et je ne le ferai plus jamais. » C'est à cause de l'accueil qu'elle a reçu la dernière fois. Des policiers rigolaient entre eux. Ils disaient que ce n'était qu'une petite dispute de couple, de rien du tout. Elle a rappelé que la plainte qu'elle avait déposée auparavant était restée sans suite. Il avait juste reçu un avertissement par texto. Et il avait dit « Oh, c'est rien, je m'en fous. » Alors que pour ma sœur, c'est devenu encore pire. Elle était comme en prison. Il la contrôlait 2 fois plus. La Maison des Femmes et le commissariat de Saint-Denis, c'est une histoire qui commence depuis presque le début de la création de la Maison des Femmes. La Maison des Femmes a été créée il y a 4 ans, 5 ans. C'est un planning familial, c'est une intégration de tous les spécialistes médicaux autour de la femme victime de violences. Il y a des médecins légistes, il y a des gynécologues, il y a des psychologues, il y a des sages-femmes, il y a des juristes. Et donc nous, on avait une vraie place aussi à proposer dans ce parcours-là, une place innovante, parce que ça ne s'est jamais fait avant, d'avoir un policier qui vient directement dans cette maison des femmes pour prendre les plaintes des femmes. Parfois, certaines femmes n'osent pas aller au commissariat de peur d'être vues par quelqu'un d'autre, et donc ont une vraie réticence là-dessus. Donc c'est un vrai enjeu aussi pour elles, pour pouvoir déposer plainte dans de très bonnes conditions. Ce sont 39 policiers qui ont intégré cette démarche au début. Ils ont été formés spécialement par le centre de formation de la police du 93, par la Maison des Femmes, qui a participé aussi à l'élaboration du plan de formation. L'avantage de la Maison des Femmes, c'est que justement les femmes sont reçues en amont et donc elles sont préparées pour ce qui va leur arriver, donc la prise de plainte, l'explication de ce qui va être mis en place. Donc elles ont déjà une explication sur un plan juridique, parce que les avocats sont aussi présents à la Maison des Femmes. Donc quand elles vont vraiment prendre rendez-vous et qu'elles vont être en face du policier, une très grosse partie du travail sera déjà faite. Ce principe qu'on a mis en place avec la Maison des Femmes a été dupliqué dans d'autres villes de la région parisienne, je pense à Aulnay, et puis dans d'autres villes de France. Donc effectivement, on a un outil de pouvoir se rapprocher d'un public très fragile dans des conditions de sécurité pour nos policiers et de sécurité pour les personnes qui déposent plainte aussi. Je ne pouvais plus voir ma famille, ils me l'interdisaient. Ils me surveillaient en vérifiant mon portable. Quand j'avais mes règles, j'avais interdiction de prendre une douche. On arrivait là quand même. Je lui disais « Mais j'ai besoin de prendre une douche !» Non, c'était interdit. Et puis je devais m'habiller en garçon. J'étais privée de féminité. Moi qui étais si coquette avant. Quand on s'est mis ensemble, tout ça c'était fini. Tu ne portes pas ça, pas de maquillage. Ces habits c'est fini. Il m'a privée de tout ce que j'aimais.
Je n'avais plus de vie, aucune. Regarder la télé avec les sous-titres, c'était interdit. Signer avec les enfants, interdit. Je n'avais qu'à me taire et rester enfermée. Je mangeais toute seule, reléguée dans la cuisine. Si mon mari mangeait dans la cuisine avec les enfants, moi je restais en dehors de la pièce. Et ensuite seulement je pouvais manger. Toujours mon mari et mes enfants en premier et moi ensuite. Et s'il ne restait rien, je ne mangeais rien. J'avais faim. Je devais récupérer des restes dans la poubelle pour pouvoir me nourrir un peu et garder un peu d'énergie. Parfois les enfants non plus n'avaient rien à manger. Une fois, elle a voulu déposer une main courante. Et il lui a dit « Si tu pars, je tue les enfants, je te tue et après je me suicide. » Forcément, elle a paniqué. Elle était terrorisée. Déjà, il l'avait menacée avec une seringue quand elle lui avait dit qu'elle voulait se séparer. Ils en avaient déjà discuté à plusieurs reprises. Elle lui avait dit « Je veux qu'on se sépare. »« Ah, tu veux qu'on se sépare ? Ok, mais je te tue. » Et là, elle paniquait. Elle faisait machine arrière. Elle faisait un pas en avant, un pas en arrière. C'était un cycle infernal. Le portail de signalement des violences sexuelles et sexistes est un portail sur Internet qui permet par chat d'avoir une discussion instantanée avec un policier concernant donc des violences sexuelles ou des violences sexistes. Cela permet cette discussion en toute anonymat et également en toute discrétion, puisque vous ne faites pas de bruit, tout comme un appel 17 par exemple. Les victimes qui viennent jusqu'à nous pour discuter par chat, très souvent, sont des victimes qui n'ont jamais passé auparavant la porte d'un commissariat. Très souvent, c'est la première fois qu'elles viennent parler des faits qu'elles ont subis, et notamment de violences conjugales. Or, parfois, ce sont des faits subis depuis de très nombreuses années. Parfois, la victime n'est pas prête. Elle ne se sent pas prête à aller déposer plainte physiquement, d'aller voir quelqu'un pour pouvoir expliquer ce qu'elle vient de nous expliquer derrière son écran. Nous n'allons alors pas la forcer, nous n'insistons pas sur le dépôt de plainte, nous l'écoutons. La moyenne d'une écoute d'un chat est 55 minutes à 1 heure. Nous avons des chats qui peuvent durer 2h30, 3h. Si elle souhaite déposer plainte, nous lui indiquons que nous pouvons faire ce que l'on appelle un signalement à une brigade de gendarmerie ou à un commissariat. Elle sera recontactée par téléphone pour qu'un rendez-vous lui soit proposé. Au début, les gendarmes ne voulaient rien savoir. Ils restaient fermes. Il fallait que je me déplace à la gendarmerie. Mon frère et ma belle-sœur ont eu beau leur expliquer que ce n'était pas possible, que mon ex-mari me retenait prisonnière chez moi, que je ne pouvais pas sortir. Ils disaient « Oui, d'accord, mais on ne peut pas faire autrement, elle doit venir en personne pour porter plainte. » Mon frère s'est énervé. « Mais c'est impossible, elle est séquestrée. » Il a fini par les convaincre. Mais il fallait qu'ils en réfèrent à leur supérieur, le procureur de la République, pour obtenir l'autorisation d'intervenir au domicile. Sans cela, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas entrer chez les gens. Donc ils ont demandé l'autorisation et ils ont eu son accord. C'est à ce moment-là que les gendarmes sont venus me sauver et que j'ai pu m'enfuir. Quel soulagement. Les gendarmes m'ont dit qu'il fallait maintenant que j'aille porter plainte. Ok. J'y suis allée, mais sur place, pas d'interprète. J'étais coincée. Comment faire? La communication allait être limitée. Mais ils m'ont dit, ce n'est pas grave, on va passer par l'écrit. Alors j'ai commencé à écrire, à expliquer succinctement, on échangeait comme ça. Il y avait aussi ma belle-sœur qui traduisait, c'est vrai. Mais bon, c'est ma belle-sœur, je ne pouvais pas tout dire devant elle. J'aurais préféré avoir un interprète professionnel. Alors je me suis exprimée comme j'ai pu, mais ça n'allait pas assez loin. Quand ils ont fait venir un interprète, là, tout est sorti. J'ai enfin pu tout livrer, tout balancer. Et tout de suite après ce dépôt de plainte avec interprète, le procureur de la République a ordonné l'arrestation de mon ex-mari. C'est grâce à la présence de l'interprète. Pour Johanna, la communauté sourde représentait un danger. Parce que cet homme était aide-soignant.
qu'il travaillait dans le milieu médical et qu'il avait accès à tous les dossiers. Les médecins le connaissaient. Beaucoup de gens le connaissaient. En plus, il était issu d'une famille sourde, connue de tous. Johanna, elle a essayé d'en parler à des amis, mais elle n'a pas eu de chance. Mais quelques fois où elle l'a fait, ça s'est retourné contre elle. Ses propos ont été déformés, des rumeurs ont couru. Ça peut se passer chez les entendants, bien sûr. Mais le monde des sourds est si petit, les bruits se propagent si vite. Johanna me disait toujours « Lui, il me frappe si fort, je suis sûre qu'un jour il va dépasser les limites. Il va aller trop loin. Mais c'est pas grave, tant pis. Après, je pourrais demander une ordonnance d'éloignement à la police. Ils seront obligés de le faire. » Elle avait vu un avocat qui lui avait dit « Il faut, malheureusement dans cette société, c'est comme ça. Il faut prendre des coups extrêmement violents pour être écouté par la police. » Ma sœur m'avait dit « Tant pis s'il me cogne. J'accepte. Après, je pourrai être libre et tranquille. » Mais elle n'avait pas compris, bien sûr. Il était prêt à aller jusqu'au bout. Il avait compris que c'était terminé, qu'il ne pouvait plus la manipuler. Elle allait partir, lui échapper. S'il y a autant de plaintes classées sans suite, c'est parce que précisément, et par principe, ces crimes-là sont commis dans l'intimité et donc en dehors des regards extérieurs. Donc vous avez très peu de preuves. Donc si vous n'avez pas de bleu constaté le jour des faits, si vous n'avez pas de témoignages extérieurs, c'est très difficile de faire valoir la réalité de ce que vous vivez en matière de justice. Ça, c'est une des premières choses. Et puis, en matière de justice, parfois, la parole est fragile. Vous avez la mémoire traumatique. En fait, quand vous êtes victime de quelque chose qui est trop gros pour vous, pour survivre et pour gérer ce qui est en train de se passer, vous clivez. Vous vous déconnectez de vous pour que ce soit vivable, puisque c'est invivable. Et à partir du moment où vous vous êtes déconnecté, alors votre mémoire devient fragile. Après, à restituer en mots, en temporalité, en précision, qu'est-ce qui s'est passé, combien de fois, combien d'allées et venues, par quel trou. On va être aussi vulgaire et cru que ça, parce que c'est ça la justice. À quelle heure, quel jour, quelle date. Et bien parfois, c'est compliqué de répondre à ça. Et ça vous fragilise beaucoup dans un dossier en matière de justice. Quand j'ai déposé ma plainte, j'ai cru que j'allais être débarrassée, enfin libre, qu'il resterait en garde à vue. Eh ben non, grosse erreur. Ils l'ont relâché, il était libre, et moi je me retrouvais coincée chez mon frère. Et si je n'avais pas eu de frère, de famille, j'aurais dormi où, moi, avec mes 2 enfants? On ne m'a rien proposé. J'aurais dû revivre sous le même toit que mon ex-mari? Non merci. Imaginez un peu. J'avais mon frère, mais sinon, il aurait fallu qu'il me propose un logement, mais rien. C'est horrible comme situation. Il n'y a pas d'issue. C'est pas normal. Depuis plusieurs années, le département des Hauts-de-Seine s'intéresse à la problématique des violences conjugales en mettant en place de nombreuses choses au niveau des différents commissariats, qu'il s'agisse notamment de la formation des policiers, mais également d'améliorer les conditions d'accueil en proposant des plaintes sur rendez-vous aux victimes et en se rapprochant des associations qui sont en charge de la lutte contre les violences conjugales. La mise en place de bons taxis au sein de certaines municipalités permet à la victime de se rendre au centre médico-judiciaire et ainsi d'avoir un examen médical lui permettant de constater ses blessures et d'évaluer son préjudice. Cet acte est très important. D'autres municipalités ont également mis en place des nuitées d'hôtel. Là, il s'agit d'un hébergement d'urgence lorsqu'une personne se présente en soirée ou la nuit au sein d'un commissariat ou le week-end. Les associations, en dehors des heures d'ouverture des associations, et qu'une mise à l'abri est nécessaire. Certaines municipalités permettent en effet d'offrir quelques nuitées à une victime de violences conjugales.
Depuis le Grenelle de 2019 relatif aux violences conjugales, aux violences faites aux femmes, qui a regroupé en réalité tous les professionnels et tous les experts de ce sujet particulier, politiques, professionnels, magistrats, intervenants, associatifs, il est question de faire des progrès, alors mettre des sous, et puis il est question de faire des progrès sur la façon dont on peut comprendre que un homme qui commet des violences sur sa femme commet des violences directes à l'encontre de ses enfants et est en soi et à ce titre un mauvais père. Une fois qu'on peut comprendre ça, il est possible d'envisager que l'autorité parentale du père violent à l'encontre de sa femme en soit atteinte, en soit obérée, en soit retirée. Le Grenelle a également permis de penser le bracelet électronique qui est à l'étude au sein du Parlement. C'est un bracelet qui sonne, qui est mis sur la victime et sur l'auteur, et qui sonne lorsque l'auteur se rapproche en distance de sa victime, alors qu'il est interdit de le faire. Voilà. La victime peut se sentir extrêmement coupable de la mise en place. Voilà, c'est un objet. Et par ailleurs, c'est un objet qu'elle porte, qui la stigmatise. Donc il faut sacrément pas se passer de son consentement et de sa volonté. Voilà, c'est juste ça. D'où est venu le déclic? Qu'est-ce qui m'a fait réagir? La première chose, c'est le décès de ma meilleure amie, qu'un homme a violée, puis assassinée en lui donnant 30 coups de couteau. Et puis il a fini par la brûler. Et après ça, mon ex m'a balancé une chaise à la figure. Là, j'ai réalisé, j'ai compris qu'il pouvait aller jusqu'à me tuer. C'est devenu clair pour moi que ça pouvait arriver. Je regrette de ne pas avoir porté plainte. Ça, je le regrette. À l'époque, j'étais mineure. Quand je suis partie avec lui, j'étais mineure. Et j'étais complètement perdue. Je n'avais pas conscience qu'il fallait entamer des démarches, qu'il fallait porter plainte. Je n'avais qu'une idée en tête, c'était partir. L'objectif, c'était de me sauver la vie. D'abord me sauver moi, Yvelise. Le jugement a été rendu en 2002. Il a pris 15 ans de prison, alors qu'on s'attendait à 20 ans. J'ai perdu 8 ans de ma vie, c'est énorme. Enfin, presque 10 si on compte les débuts quand même. Je n'ai pas vu ma grand-mère quand elle est morte, comme beaucoup d'autres membres de ma famille. Ça fait mal. J'avais été coupée du monde. Je ne connaissais rien de la vie. Elle avait oublié une robe chez ma mère. Ma mère lui a envoyé un message pour la prévenir. Et Johanna a répondu « C'est pas grave, ça te fera un souvenir. » Ma mère n'a pas compris. Comment ça, un souvenir? Le matin où elle est partie pour discuter avec lui, elle m'a laissé son fils. Et elle m'a envoyé une photo pour lui où elle faisait le signe « I love you ». Je vous la montrerai tout à l'heure. Comme si elle savait qu'après la séparation, il se passerait quelque chose de grave. À mon avis, elle savait qu'elle allait mourir. C'est pour ça que je dis qu'elle avait une grande force en elle. D'abord parce qu'elle a eu le courage d'affronter la séparation. Et ensuite, quand les pompiers et la police l'ont retrouvée brûlée, ils pensaient qu'elle était morte. Mais non, elle était toujours en vie. L'un des pompiers connaissait la langue des signes. Il a essayé de communiquer avec elle. Il a demandé qui lui avait fait ça. Elle a dit « c'est le père de mes enfants ».